Le rendez-vous Game Business est avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Président de Gatsby, qui est spécialiste de l'in-game advertising, fidèle chroniqueur dans Smart Tech sur ses enjeux business autour de l'industrie du jeu vidéo. On va commencer aujourd'hui par les méandres judiciaires d'Apple. Eh oui, parce que ça peut paraître surprenant, mais Apple est un acteur majeur dans le domaine du jeu vidéo, sans faire un jeu d'ailleurs. Oui. Puisque Apple prend des commissions, comme vous le savez, sur son App Store, sur les ventes des applications et des achats qui sont faits dans ces applications. Et la catégorie numéro 1 de son App Store, c'est quoi ? Le jeu. C'est le jeu vidéo. 64 milliards de dollars de revenus sur cette catégorie en jeux achetés et en in-app purchase achetés. On a tous joué à Candy Crush, donc c'est pas très surprenant parce qu'on a tous joué à Candy Crush, à Pokémon Go, à Clash of Clans, on a tous acheté des vies. Mais quand même, 64 milliards de dollars de revenus. Alors à 15 ou 30% de commission, ça fait qu'Apple est un acteur majeur dans le domaine. Si je rajoute à ça, donc à ces 64 milliards de dollars de revenus, 109 milliards de dollars qui sont les revenus publicitaires générés dans les jeux joués sur Apple, ça met Apple au centre de l'écosystème du jeu vidéo. Ouais. Vous voyez les dollars qui s'affichent là dans mes yeux. Moi, pour Apple, hein. Ouais, c'est trop. Mais est-ce que sa position justement peut perdurer au vu des déboires judiciaires actuels ? Écoutez, vous savez, une position dans le business, c'est jamais acquis, ça se tient. Et donc, surtout quand on parle de milliards, hein, comme vous disiez, et aussi quand on s'appelle Apple. Alors, ça se tient contre qui ? Ça se tient contre des concurrents qui veulent vous gratter des parts de marché, mais ça se tient aussi face aux autorités, j'ai envie de dire, étatiques, qui font bien attention à la loyauté des affaires. Bon. Et vous savez que jusqu'à un récent temps, Apple interdisait aux développeurs d'applications de faire des redirections vers leur site web. Bon. Ce qui fait qu'en fait, on ne pouvait pas rediriger les joueurs, on ne pouvait pas connaître les joueurs, on ne pouvait pas permettre aux joueurs d'acheter des choses hors des systèmes fermés d'Apple. Et on se souvient d'ailleurs que Fortnite, qui était une des applications jeux les plus téléchargées sur l'App Store, s'était fait bannir carrément de l'App Store par Apple parce qu'ils avaient osé rediriger leurs joueurs sur les sites d'Epic. Et ben, la Cour de justice... Avec un procès retentissant. Avec un procès retentissant à la clé. Et bien écoutez, la Cour européenne de justice s'est prononcée sur, on va dire, la déloyauté dans les affaires d'Apple sur ce sujet-là, en infligeant d'une part 500 millions d'euros d'amende à Apple et en obligeant Apple à se conformer au Digital Marketing Act, qui est en fait... Digital Market Act. Digital Market, vous avez raison, Act, qui impose à toutes les plateformes, pas qu'à Apple, plus de transparence et plus d'ouverture vis-à-vis de ses concurrents. Et le délai pour qu'Apple se conforme, si vous voulez, à ce DMA, eh ben, en fait, il a expiré la semaine dernière. Et c'est tant mieux parce que Apple va devoir changer, entre guillemets, ses pratiques. Et s'il ne le faisait pas, il s'ouvrait à plus de quand même 50 millions de dollars d'astreinte par jour, après lequel il devait... Enfin bon, bref, il s'exposait à beaucoup d'argent. Donc, Apple va se conformer au DMA. Juste là, c'est cette semaine, et à mon avis, ça va changer beaucoup de choses pour les développeurs. Alors justement, à quoi doivent-ils s'attendre, les développeurs ? Écoutez, les développeurs, d'abord, avec cette conformité au DMA, les développeurs vont pouvoir faire la promotion de leur offre sur tous les canaux. Ensuite, ils pourront effectivement rediriger les joueurs vers leur site web et leur permettre d'acheter des biens consommables dans les jeux sur leur propre site web. Et enfin, ils vont pouvoir faire plus de suivi dans le tracking des joueurs et notamment dans les publicités. Donc va y avoir quand même un écosystème, si vous voulez, qui va quand même changer et qui va permettre, entre guillemets, un peu plus de liberté pour les développeurs et pour les joueurs. Et pour les joueurs, donc, oui. Oui, parce que Apple va devoir vivre avec le fait qu'il ne contrôle partout sur son propre écosystème. Alors, je suis pas sûr que le fait de rediriger les joueurs, va être directement bénéfique pour les joueurs, dans le sens où je ne suis pas sûr que les développeurs vendent moins cher les achats in-game sur leur propre site que ce qu'ils ne le vendaient sur Apple. En revanche, le DMA va redistribuer la chaîne de valeur et notamment en faveur de l'éditeur.
Et on peut imaginer que si c'est en sa faveur, il va être un peu plus généreux avec les joueurs, notamment en termes de contenu, voire avoir la capacité de développer des jeux qu'il n'avait pas la capacité de faire si le DMA n'avait pas été appliqué. Affaire à suivre donc. Absolument. Alors, on continue avec Clair Obscur, Expédition 33. Oui, alors c'est pas dans mon habitude de parler des jeux vidéo. Ici, on parle plutôt de business. Un peu de temps en temps quand même. De temps en temps. Mais en fait, Clair Obscur illustre très très bien ce qui se passe en ce moment dans les jeux vidéo. Je m'explique. Clair Obscur, c'est un jeu qui a été fait par un studio français dont personne n'a entendu parler, qui s'appelle Sandfall. Et Clair Obscur, c'est le premier jeu de ce game studio, donc ce développeur de jeu. Bon. Clair Obscur, c'est un jeu superbe, avec une mécanique de jeu tout à fait originale, une direction artistique remarquable. Il se situe dans ce qu'on appelle le double A, donc c'est pas un triple A avec un budget marketing énorme, c'est pas non plus un jeu indie. Et il a fait un carton, ce jeu. 3,5 millions d'unités vendues en moins de 3 mois. Et en fait, si on place en parallèle, si vous voulez, Clair Obscur avec un autre jeu qui s'appelle Black Myth Wukong, d'un game studio qui s'appelle Game Science, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, en fait, et Black Myth a été un carton total. En fait, moi, ça me redonne un peu espoir, si vous voulez, dans le genre humain, dans la mesure où un studio de jeu qui n'est absolument pas connu, qui sort son premier jeu, peut rivaliser en termes de vente avec les meilleurs jeux, les plus grands studios. C'est un peu le rêve américain, entre guillemets, qui s'exprime au travers de ces deux jeux. C'est plutôt sympa. Si on prend Clair Obscur, 3,5 millions de copies, $40 le jeu. Si j'enlève les frais de plateforme, les taxes, les impôts, le marketing, il reste quand même à Sandfall, nouveau développeur de jeu, quand même entre 60 et 90 millions de dollars. C'est un rêve américain. Plutôt sympa, et je voulais le noter ici. Et ça se passe donc avec un studio français. Donc, absolument. Voilà, on est ravis, mais dans l'industrie du jeu, on s'en sort pas si mal finalement. Alors, parmi les autres sujets que vous vouliez aborder, il y a le dernier trailer du jeu The Witcher 4. Ah oui, alors là aussi, je ne vais pas forcément parler du jeu The Witcher 4, mais CD Projekt, qui est l'éditeur du jeu, vient nous proposer son nouveau trailer. Et là, j'ai été quand même bluffé par la qualité du trailer. En fait, le jeu et la démo, elle tourne sur la dernière version du moteur du rendu qui s'appelle Unreal, la version 5.7. Bon. Et vous le voyez actuellement à l'écran, ça c'est une démo qui tourne sur une PS5 de base à 60 images par seconde avec du ray tracing. Et là, on voit quand même que certaines scènes, c'est presque du cinéma. Le niveau de détail, il est rigoureusement incroyable. Moi, je ne le vois pas à l'image, mais on va le voir. On va le voir à l'image. Écoutez, on va le voir à l'image. À un moment donné, il y a une scène avec 300 personnages non joueurs qui sont animés de manière indépendante. Là, on a un détail au niveau, si vous voulez, des forêts, des chevelures qui est littéralement du jamais vu. Et en fait, ce travail-là, quelque part, et ce niveau de qualité-là que vont chercher les studios sur ces nouveaux outils, en fait, peuvent être une justification à un prix parfois considéré élevé, si vous voulez, pour les jeux vidéo. Et en fait, plus récemment, sur ce même moteur de rendu, Phil Spencer, le patron de Microsoft, a annoncé que le prochain Halo sera lui aussi basé sur la nouvelle version d'Unreal Engine. Donc voilà, on va s'attendre quand même à des jeux de plus en plus beaux, de plus en plus, pas uniquement dus aux développeurs de jeux, pas uniquement dû au hardware. C'est ça qui est sympa, parce que la révolution, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi logicielle, notamment sur les couches basses, notamment sur les moteurs de rendu. Et là, Epic a annoncé pour 2027 la nouvelle version de son moteur de rendu, la version 6. Et moi, ce que je dis, c'est qu'évidemment, les jeux vidéo vont être de plus en plus beaux sur ces moteurs de rendu, mais je dis que d'ici 3-4 ans, il y aura une bonne partie des effets spéciaux des films, tant il y a un niveau de réalisme incroyable, les effets spéciaux des films qui vont être faits sur les moteurs de rendu qui ont été pensés pour les jeux vidéo. Un peu comme ça s'est passé du côté d'NVIDIA, qui était la carte graphique pour les gamers, et c'est devenu un transfert de technologie, en fait. Pour les mineurs. Intéressant. Vous avez fait référence à Microsoft il y a quelques jours. C'est Laura Fryer qui s'exprimait sur la Xbox. Absolument. Donc Laura Fryer, c'est une sommité dans le monde du jeu vidéo. C'était une première employée de Microsoft Gaming. Elle est passée ensuite chez Epic.
Et en fait, c'est elle qui a lancé la Xbox aussi, hein, il faut quand même s'en rappeler, il y a plus de 20 ans. Et donc elle a déclaré à nos amis de Video Game Chronicle que la console Xbox, en tant que console, était morte. Oui, mais elle n'est pas partie en bon terme aussi chez Microsoft. Ah, j'en sais rien si elle est passée en bon terme, si elle est partie en bon terme ou pas. Mais en tout cas, elle avance deux raisons. Ouais. La première, c'est que elle ne constate plus, et elle a raison, d'exclusivité sur la machine Xbox. Bon, quand on veut posséder une Xbox, c'est typiquement la stratégie de Sony. Ben, on fait des exclusivités. Là, il n'y en a plus sur la Xbox. Et la deuxième raison, elle dit que la stratégie hardware de Microsoft est totalement illisible. Et au-delà d'être illisible, Microsoft n'apporte aucune innovation technique, n'apporte aucune innovation de design, n'apporte aucune innovation de fonctionnalité, alors que les concurrents, notamment la PS5 Pro et la Switch 2, effectivement, sont très actifs dans ces sujets-là. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, Microsoft a annoncé très récemment, dans le domaine du hard, 3 partenariats. Le premier avec Asus, pour monter la ROG Asus Xbox, qui est une console Xbox portable. Microsoft a annoncé un partenariat avec Meta pour faire le MetaQuest 3S Xbox, donc un casque de VR Xbox. Et Microsoft a annoncé un partenariat avec AMD pour le futur de ses consoles de salon. Console de salon, console portable, casque VR. En fait, c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose, si vous voulez. Et si on n'y comprenait grand-chose, quelque part, Microsoft avouerait ici un abandon, pour moi, et pour Laura d'ailleurs, Fryer, progressif du matériel maison au profit d'environnements Windows sans réelle spécificité. Et en fait, ce que veut dire, à mon avis, Laura Fryer, et moi je suis tout à fait d'accord avec elle, et je le dis depuis plus d'un an, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que Xbox abandonne un petit peu la partie hardware au profit de son Xbox Game Pass, qui lui fait un carton, qui inclut de plus en plus d'exclusivités et de jeux vraiment maison et chouchoutés. Voilà, donc on va. C'est un choix stratégique. Ils auraient pu faire les deux, mais non, voilà, ils se concentrent sur le Xbox Gaming Pass. Bon, on verra, parce que je crois que dans votre dernière chronique là sur le sujet, vous annonciez la prochaine Xbox l'année prochaine, hein, pour les 25 ans de la marque. Oui, alors on verra ce qu'elle apportera, mais j'ai envie de dire, au-delà de ce qu'elle apportera, c'est quand même un peu triste, un monde dans lequel il n'y aurait que 2 constructeurs, en l'occurrence Sony et Nintendo. Ouais. Pourquoi ? Parce que si ces deux constructeurs, voilà, venaient à nous imposer des machines qui coûterait plus de 1 000 € et des jeux à plus de 150 €, franchement, ce ne serait pas au bénéfice des joueurs, et c'est en train d'arriver. La PS5 Pro, elle coûte 800 €. Nintendo vient de nous dire que les jeux, maintenant, ça coûtera plus de 90 € à l'instar de ce qui se passe sur Mario Kart. Voilà, donc je ne suis pas sûr que ça soit au bénéfice des joueurs. Alors, Guillaume, il y a d'autres préoccupations concernant Sony. Est-ce que vous pouvez m'en parler, mais en 3 minutes ? En 3 minutes, Sony fait l'objet de procès pour abus de position dominante et monopole un peu partout dans le monde. D'abord en Hollande, où il y a 1,7 million de plaignants qui réclament 435 millions € au titre du fait que Sony fait payer beaucoup plus cher ses jeux en numérique qu'en physique. Bon. Ils viennent avec un argumentaire tout à fait étayé, notamment en ce qui concerne les DLC, vous savez, les contenus qu'on achète, les contenus complémentaires qu'on achète au jeu, qu'on ne peut acheter qu'en physique, et ils constatent que le prix du numérique, c'est 47% plus cher que le prix du physique. On pourrait s'attendre quand même à l'inverse. L'inverse, bon. Ça fait. Et en fait, c'est pas le cas. Et à l'appui de leur argument, ils avancent que même Sony arrête de mettre en standard des lecteurs de disques dans leur console. La PS5 Pro n'en a pas, donc il faut l'acheter en plus. Donc voilà, c'est des francs pour vendre et comment dirais-je, favoriser leur vente numérique au travers de leur store, dont ils sont le seul maître. Donc il y a quand même un sujet. Et sujet d'ailleurs qui est repris par les Anglais, puisque les Anglais, exactement sur le même thème, bon là ils ne demandent pas 435 millions d'euros de dommages et préjudices, eux ils demandent 7,9 milliards de dollars à Sony pour leurs préjudices. Les délibérés seront en 2026, mais ce qu'on voit, c'est que les situations de monopole et les systèmes fermés, en fait, ils sont de plus en plus scrutés par les autorités. Et il y a quand même un sujet, même Nintendo, il impose ses achats en numérique au travers de son e-store, Nintendo e-store, et les prix
des jeux Nintendo en numérique sont plus chers, ça fait des années, que les prix de ces mêmes jeux en physique. Donc il y a quand même un sujet, et quelles que soient les solutions qui seront trouvées par les juridictions, de toute manière, elles auront des conséquences dans l'industrie du jeu vidéo. Une minute encore pour parler peut-être de l'acquisition à 3,9 milliards là, de Niantic par Scopely. Niantic, ouais. Ah oui, alors là c'est quand même... En une minute. En une minute, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc Scopely, c'est Monopoly Go, c'est Scrabble, c'est un énorme éditeur de jeux vidéo mobile qui a été acquis par le fonds souverain d'Arabie Saoudite il y a de ça quelques années pour 5 milliards. Ils viennent d'acheter, ils sont en cours de finalisation de l'achat de Niantic, qui est possesseur de la licence Pokémon Go, qui passe chez Scopely. Donc un gros qui mange un gros, ça fait un autre gros. On a l'habitude dans l'industrie du jeu vidéo, mais au-delà de ça, ça révèle aussi, et c'est ce que je voulais souligner ce matin, que le fonds souverain d'Arabie Saoudite, dont on a dit qu'il investissait n'importe comment dans l'industrie du jeu vidéo, ben en fait, on voit que c'est pas du tout le cas. Ouais. Parce que Niantic, Pokémon Go, c'est Nintendo. Le fonds souverain d'Arabie Saoudite, il a aussi investi chez Nintendo et il est propriétaire du Nintendo à hauteur de 8,5% des parts. Donc voilà, on sent un petit peu un puzzle qui se refait autour de ces investissements du fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui sont massifs, pensés, et l'acquisition de Niantic en est une preuve supplémentaire. Merci beaucoup. C'était donc notre rendez-vous Game Business. Et on se retrouve très bientôt, mais sans doute après l'été. Avec grand plaisir, Avec plaisir Delphine. aussi. Merci.